fonctionne. Parfait. Nickel. Ça va? Vous êtes toujours vivant? Donc moi je voulais vous présenter un petit peu la doc, puisque dernièrement c'est moi qui ai travaillé plus sur la doc, et qu'il y a eu quand même pas mal de changements, et que dans un framework de test unitaire, la doc c'est quand même quelque chose qui est assez important. C'est quelque chose, normalement, bon, une fois que vous avez pris l'habitude, ça va, mais c'est quelque chose où vous allez normalement souvent voir pour être sûr de votre comportement, etc. Donc on va essayer de rajouter quelque chose pour rendre ça plus agréable. Mais la doc, c'est aussi quelque chose que tous les projets ont besoin. Tous les projets open source, ou même professionnels, ont besoin. Et donc il y a parfois des choses intéressantes à en retirer. Et comme il n'y a quasi aucune présentation qui existe sur le sujet, je me suis dit pourquoi pas. Ça peut en intéresser d'autres. Donc c'est entre traduction, mise à jour et utilisation. J'ai un peu foiré mes slides parce qu'il y a une partie qui est partie à la trappe, j'ai dû recommencer. Donc ça concerne en partie ça, mais pas tout à fait. Mais c'est pas grave. Donc, qui je suis? Jonathan Modbel. En ligne, c'est Grumpy. Donc sur Twitter, GitHub, partout normalement, il n'y a qu'un seul Grumpy. L'email et je suis Dockmaster à Atom. Je fais aussi des contributions dans pas mal de projets open source. Mais, voilà. Donc comme je disais, la documentation, c'est quelque chose d'universel. Tous les projets un peu sérieux en ont besoin, ou devraient en avoir besoin normalement. Parce que la documentation, c'est quelque chose qui vous permet de communiquer, que ce soit vers un dev ou vers quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui vous permet à ce que la personne qui va utiliser votre projet puisse le comprendre sans devoir plonger dans le code et donc gagner du temps. C'est quelque chose qui, dans la plupart des projets open source, devrait être traduit. Donc, qui dit traduction, il y a quand même un travail. Tu ne peux pas faire ça sur n'importe quel support. Par exemple, dans le cadre d'OpenOffice, ils font ça à travers des documents, pour la documentation end-user, ils font ça à travers des documents writer, et quand ils traduisent, en fait, ils prennent un document, et ils en ouvrent un côté, et ils écrivent. C'est pas l'idéal pour pas louper des choses. Donc ça, il y a des... Nous, on a fait ça autrement. C'est quelque chose qui, dans la plupart des projets, est quelque chose qui est rarement maintenu. Donc on a des grosses différences qui apparaissent au fur et à mesure des versions. Ici, chez Atom, on essaye que ça colle plus ou moins. On verra comment on fait. Et c'est surtout un point d'entrée vers le projet. Donc c'est quelque chose de très important, parce que ça fait découvrir le projet. Avec une mauvaise doc, souvent les gens foutent le camp. C'est aussi simple que ça. Et pas vraiment, il faut éviter que les gens se posent des questions, mais qu'ils aient juste de la doc. Donc c'est-à-dire que si jamais ils doivent se poser 50 questions, venir sous ERC, envoyer des mails, etc. avant de commencer, c'est problématique. Donc il faut essayer vraiment de mettre tout ça quand on crée de la doc pour rendre la chose plus intéressante. Maintenant, je vais quand même faire un petit historique parce que la doc dans Atom, elle est aussi vieille qu'Atom presque. Donc en 2012, il y a eu une première version. Je ne suis pas sûr que ce soit la date exacte, mais c'est à ce moment-là qu'il y a eu le premier commit sur le repository, donc j'ai pris cette date-là. C'est Gérald Croes qui l'avait fait, qui est un ancien contributeur. C'était au tout début, c'était en anglais, il y avait à peu près 4 fichiers qui existaient de documentation. C'était vraiment le B.A.B.A. Ensuite, il y a eu une deuxième période, jusqu'à à peu près 2015, où c'est principalement Marmot, donc Renaud Littolf, qui a amélioré la doc, qui est venu la compléter, qui a fait une traduction en français, qui est venu introduire des outils tels que Crowdin, Edit the Doc, sur lequel je vais revenir plus tard. Puis moi je suis arrivé plus ou moins en 2015, on a finalisé la traduction, donc c'était traduit à 100%, enfin traduit c'est un grand mot, mais au moins il y avait une équivalence en anglais et en français. Ici, cette année-ci, on a rajouté un template pour avoir le même design que le site qui est aussi venu cette année. C'est Adrien qui a travaillé dessus, c'est juste, hein, super. On a fait un gros travail de reformulation, donc on a réorganisé tous les chapitres. Je ne sais pas si vous avez été voir récemment, mais normalement c'est quelque chose qui doit être plus simple pour rentrer dedans, vous aider à trouver, mais aussi à découvrir Atom, et il y a des choses qui vont encore arriver.
Il y a du nettoyage, il y a des choses qui étaient dans la doc qui n'avaient plus besoin ou qui ne sont tout à fait inutiles, genre comment compiler une version optimisée de PHP pour faire tourner vos tests plus vite. Honnêtement, je pense qu'il y a quasi personne qui le faisait et ceux qui le font sont suffisamment fous pour savoir comment on compile PHP, je pense. Donc voilà, ça a été sorti. Je l'avais mis en tant que blog post sur le site, mais je pense qu'on va l'abandonner. On a rempli aussi des trous, il y a encore des trous, mais c'est surtout Adrien qui a relevé au moins ce qui manquait. Donc c'est sous forme d'issue à l'heure actuelle. Donc il suffit de compléter les issues et normalement on devrait avoir une doc qui est à jour par rapport aux fonctionnalités d'Atom, en tout cas aux fonctionnalités connues, parce qu'il y a encore des fonctionnalités que j'ai découvert aujourd'hui dans le talk que Julien nous a fait. Et la dernière chose qui a été rajoutée, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites récemment, c'est l'ajout de Rusty. Encore une fois, c'est Adrien qu'il faut remercier. Je reviendrai un tout petit peu juste après sur Rusty. Donc quelques chiffres, il y a deux docs ça fait, c'est un, parce que je me retrouve tout seul, mais c'est pas grave. Depuis le début, il y a 29 contributeurs qui ont commité sur la doc d'Atom. Il y en a 50 qui ont contribué par des commits dans Atom. Et si on prend depuis janvier, on a 7 contributeurs différents dans la doc et 9 sur Atom. Pour donner une idée, donc on a quand même une balance équilibrée entre les deux, ce qui est quand même un signe de bonne santé pour la documentation. Enfin, moi je trouve en tout cas. On peut supposer que ça suit les choses. On a eu 139 pull requests, on a eu 71 issues, enfin 71, c'est ça. Et encore 26 qui sont ouvertes. Il n'y a pas grand chose d'autre comme issue, je pense qu'il faudrait encore venir ajouter. C'est plus des changements ou des ajouts de choses. Par exemple, un guide pour le débutant un peu plus compliqué, enfin pas compliqué, mais plus conséquent. Et des choses comme ça qu'on doit venir mettre pour justement faire en sorte que les gens aient une porte d'entrée qui est grande ouverte et qu'ils évitent de se poser des questions et qu'ils soient directement dans le bateau. Alors, un petit mot sur la stack technique, parce que ça ne concerne pas tout, mais ça concerne tous ceux qui veulent faire de la doc. On utilise un format restructuré de texte. Alors c'est du RST pour l'extension du fichier. C'est un peu comme du Markdown, mais c'est plus complexe, donc il y a plus de fonctionnalités dedans. Une des fonctionnalités sympas, c'est qu'on peut choisir les niveaux de soulignement, donc les niveaux de titre, de chapitrage dedans, ce qui est assez sympathique. Mais par contre, il faut le communiquer parce que sinon, d'un projet à un autre, ce chapitrage change, c'est un petit peu perturbant. Mais c'est une fonctionnalité assez pratique parce que ça permet de descendre très bas avec le signe qu'on veut et c'est vraiment des trucs sympas. Et dans les extensions entre guillemets qui est possible, il y a vraiment un choix astronomique. Je pense qu'il n'y a pas de choses que vous auriez besoin qu'il n'y aurait pas dedans. Et sinon, c'est assez facile d'écrire un plugin pour. C'est un format assez sympa, même si c'est un peu plus verbeux et un peu moins lisible que du Markdown. Mais c'est. Voilà. En termes de génération de code pour interpréter justement ce restructuré de texte, on utilise Sphinx, qui est un moteur de génération prévu pour la documentation. Pourquoi Sphinx? Parce qu'il supporte le RST. Deuxièmement, il peut générer énormément de formats différents. Donc ça peut être de l'HTML, mais de l'EPUB, du latex, du PDF. Il y a 50 milliards de formats supportés. Honnêtement, si vous avez de la doc un peu avancée à faire ou quoi, ça peut être un très très bon outil. Parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Et tout est configurable dans un seul fichier de configuration. Et c'est assez facile. Et normalement, vous n'avez pas grand chose à adapter pour dire je veux que ce soit ça ou ça ou ça ou ça comme output. Il y a quelques plugins qui vont éventuellement
casser un peu parce qu'ils ne sont pas prévus pour, mais la plupart, vous n'avez pas de questions à vous poser, ça fonctionne. Et ce qu'on a rajouté, nous, dans Atom, c'est un Docker pour éviter de devoir installer toute la stack Sphinx sur son PC et bousiller son PC avec des trucs qui partent dans tous les sens parce que c'est assez lourd. Donc ça permet avec une ligne de commande, pour peu qu'on ait le Docker qui soit poolé précédemment sur sa machine, de builder la doc d'Atom ou votre doc directement et d'avoir tout qui fonctionne bien. Seule chose qu'il faut savoir, c'est que Docker par défaut va produire des fichiers quand il les écrit qui vont être en mode root. Donc il faut peut-être éventuellement chmodder vos fichiers une fois qu'ils sont buildés. Et ça c'est entre guillemets secondaire pour moi. L'intérêt d'avoir le Docker est vraiment trop important. Ça évite de pourrir votre machine, vraiment. Et on a Rusty. Alors, comme moi je ne l'ai pas vraiment appliqué, j'ai juste lu la doc, mais en gros ça vous permet de parcourir vos fichiers de documentation. S'il trouve un code exécutable, il va essayer de l'exécuter, de le rendre, de vérifier que le code est juste syntaxiquement, ce qui est assez intéressant parce que du coup, il y a plein de codes d'exemples qui ont été corrigés. Alors parfois, on met un bout de méthode et on met des petits points dedans, c'est rajouter deux backslash devant pour dire c'est des commentaires. Mais rien que ça permet de copier-coller des codes de la doc et que ça fonctionne directement. Et ça évite parfois des belles fautes de frappe qui existaient dans la plupart des cas. C'est vraiment des idioties. Donc ça, encore une fois, si vous avez un projet, vous avez la doc et c'est open source, je vous conseille de passer avec Rusty. Et le dernier élément, c'est Crowdin, qui est l'outil de traduction. Alors, concernant la traduction, donc Crowdin, c'est une plateforme en ligne qui permet de gérer la traduction. Le gros avantage, c'est qu'il gère la tokenisation, donc c'est-à-dire le fait de prendre des phrases et de les extraire une par une pour dire, ben voilà, c'est tel morceau de phrase ou telle phrase qu'il faut traduire, mais tout en ayant un visuel de tout le fichier. Alors que si on passe par un extracteur qui va créer un fichier PO, donc getText, ben le gros problème, c'est qu'après, on n'a plus les phrases qui se suivent, ou si il y a des phrases qui sortent de Nantes, elles existent qu'une seule fois. Donc on n'a plus le contexte dans lequel c'est. Après, il y a quelques éditeurs qui le permettent, mais c'est pas aussi simple. Ça, c'est vraiment simple à utiliser quand on fait de la traduction de masse. C'est juste une phrase ou deux. Honnêtement, vous utilisez une méthode ou une autre, vous en foutez, mais quand vous avez toute la doc à traduire, honnêtement, ça c'est un gros avantage. Deuxième avantage, c'est qu'il suggère. Donc il va utiliser le moteur de traduction de Microsoft pour suggérer des traductions. Alors c'est des traductions pourries en général, mais ça vous permet d'avoir un début. Si jamais vous êtes bloqué, vous ne savez pas trop comment le formuler, dans certains cas ça vous permet de démarrer. Il y a moyen de plugger d'autres moteurs de traduction dessus, il faut juste avoir les clés d'API, etc. Ça c'est juste de la configuration de l'outil. Donc comme je disais, on voit en temps réel. Le petit désavantage de cet outil, c'est que c'est un petit peu compliqué à maintenir quand, par exemple, vous avez des contributions sur la documentation qui viennent avec des choses traduites dans un sens et pas dans l'autre, ou inversement. Mais parfois, c'est un peu compliqué de venir informer Crowdin que c'est déjà transformé. Donc, le trois quarts du temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses qui ont été faites en anglais ou en français. Ben, on les rédige plus ou moins dans l'autre, on upload sur Crowdin, puis on fait du copier-coller ou des choses. Enfin, c'est un petit peu du chipotage, mais c'est contrebalancé par tous les autres avantages. Et c'est impossible de changer la langue de référence, c'est aussi un gros souci. Donc si par exemple Renault avait configuré que la langue de référence était le français, ce qui est très bien quand on est tout un groupe francophone, mais quand on essaye de travailler un petit peu pour essayer de s'étendre, ben, faire que c'est le français d'abord et puis l'anglais, c'est un petit peu la galère. Donc ici ça a été inversé, maintenant c'est d'abord l'anglais et puis le français. Ça a été un travail de copier-coller horrible, parce que pas le choix de faire autrement, mais maintenant c'est d'abord l'anglais puis le français. Ça ressemble à ça. Donc en gros ici on a le fichier à traduire avec ce qui a déjà été traduit en fait et en
coloré et directement avec la traduction, et ce qui, soit ce quoi on a sélectionné, soit ce qui n'est pas encore traduit, va apparaître dans une autre couleur. On a la phrase d'origine qui est ici. On a notre traduction, si on a déjà fait, éventuellement des suggestions qui existent déjà dans la doc, qui va aller rechercher dans notre base de données qu'on a traduit nous, ou en dessous il y a encore des suggestions issues d'un moteur de traduction. Et jamais il y a plusieurs personnes qui ont traduit, il y a moyen de valider entre guillemets ou de voter pour l'une ou l'autre traduction. Donc c'est assez sympathique. Après bon, ça reste une interface comme une autre, mais ça facilite vraiment la vie quand vous avez de la traduction à faire. Et après ça, ben, il vous montre le pourcentage d'avancement, il vous montre ce qui a été validé ou non. Donc il y a une notion de validation qui, jamais il y a 50 000 contributeurs qui traduisent en même temps, peut être intéressant. Ce qui n'est pas le cas ici, mais... donc voilà, ça permet vraiment de visualiser où on en est et d'être sûr que toute la doc est traduite. Alors que si on fait de la traduction d'un fichier à l'autre sans nécessairement avoir un outil comme ça, ben, parfois on loupe des morceaux. Et quand on a repris la traduction au tout début, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait parfois des catastrophes. Même maintenant, je me rends compte encore qu'il y a des bouts de code qui... ça ne veut rien dire. Ça. Donc voilà, c'est... Alors pour l'introduction, c'est fini. Alors maintenant, Read the Doc. Donc Read the Doc, c'est une plateforme d'hébergement de documentation en ligne qui est gratuit pour les projets open source. Il y a moyen de payer aussi pour des petites entreprises. L'acronyme c'est RTD. Donc il héberge, il génère la doc. Tout ce qui est le moteur de génération d'hébergement, enfin tout ça, c'est open source. Donc il y a moyen de forquer, de venir contribuer. Jamais il y a des choses qui vous dérangent, parce qu'il y a quand même quelques soucis, vous pouvez les corriger. Après, ce n'est pas nécessairement des plus simples, mais c'est disponible. Il y a surtout un hook GitHub qui permet de venir dire, ben voilà, j'ai commité une correction sur ma doc Atom, pouf, il va automatiquement les builder et les mettre en ligne. Et c'est amélioré par la communauté, mais c'est vraiment amélioré par la communauté, c'est maintenu par la communauté, c'est vraiment un projet purement open source, c'est assez intéressant, ça fait beaucoup de choses et il y a beaucoup de projets qui l'utilisent à raison justement parce que c'est assez simple quand on a une seule langue. Quand on a plusieurs langues, ben on se rend compte qu'il y a des petits bugs. Je pensais avoir mis un truc problème, mais c'est pas grave. Donc en fait, ce qui se passe, c'est quand il y a plusieurs langues, déjà, il ne détecte pas en fonction de la langue du navigateur, donc il pourrait rediriger automatiquement, mais ce n'est pas fait. Donc ça, il faut que les gens pensent à cliquer. Et surtout, il ne tient pas compte d'un mapping éventuel de français vers l'anglais ou anglais vers le français. Donc si on a des noms différents pour ces noms de fichiers dans la doc, tu vois, on a assertion et asserteur. Eh ben, assertion, si on passe en anglais, il ne va pas trouver asserteur, il va chercher assertion sur la doc anglaise. Donc des choses comme ça, c'est des petits soucis, mais il faut juste le savoir, et puis une fois que tu sais, ben, voilà, tu chipotes. Et surtout un autre truc qui est important, mais ça c'est pas dans les problèmes, c'est dans les avantages, c'est qu'il y a moyen de configurer ces templates, comme on l'a vu sur la doc d'Atom. Il n'y a pas beaucoup qui le font, mais il y a moyen de choisir vraiment le template qu'on veut utiliser, ce qui est assez sympa. Alors il y a des petites limitations, mais franchement, c'est sympa pour quand vous voulez intégrer. Donc, sur la doc, actuellement, il y a quand même une petite tâche de maintenance, mais c'est assez réduit. Surtout l'orthographe et la grammaire. Au fur et à mesure, on essaye d'éliminer les grosses fautes qui ont été faites. Je ne suis pas spécialiste, donc actuellement, moi j'utilise Antidote quand je pense. Sinon, le trois quarts du temps, quand moi je fais le boulot, j'écris d'abord, parce que j'estime que c'est le plus important, c'est de fournir la doc, et puis on corrigera après. Il y a aussi de temps en temps des corrections de syntaxe, on se rend compte que quand on build la doc, on a parfois ignoré les erreurs, on n'a même pas testé en local, et donc bon, on n'a pas fait attention, mais il y a du coup parfois des blocs qui sautent, et donc un truc qui est censé être une syntaxe de code, en fait se retrouve un truc sur une seule ligne, donc c'est illisible. Bon, ça c'est une petite correction à faire, mais
Voilà. C'est de la traduction. Il y a surtout un gros travail pour essayer de maintenir à jour, donc chaque fois qu'il y a un ajout de fonctionnalité. Et pour ça, ça demande ce point-là, c'est la communication développeur-documentation. Ce qui avait été plus ou moins acté, c'était que dès qu'il y avait une nouvelle fonctionnalité, on essayait de penser à faire une issue sur la doc. Ça s'est fait pendant un temps, puis maintenant on a arrêté. Mais franchement, si vous avez un projet open source, moi ce que je vous conseille, c'est dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, c'est en parler via une issue sur la doc, dire voilà, c'était l'issue. Pas nécessairement besoin de mettre de la documentation, parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent contribuer, mais au moins le signaler. Ça veut dire qu'on sait qu'on doit travailler dessus. Ça évite des choses où on se dit tiens, ça existe aussi. Ça permet de vraiment avoir une doc qui est à jour. Alors, quelques petits trucs et astuces si vous devez faire une doc. L'importance d'un README, parce que dans un projet de doc, si vous ne guidez pas les gens qui vont contribuer dessus en leur expliquant un minimum comment ça fonctionne la doc, comment builder la doc, quels outils vous utilisez, les gens sont perdus et quand ils vont faire une contribution, ils vont penser bien le faire, mais ça va être une catastrophe. Alors qu'avec le README, ça évite. Et ça permet aux gens aussi de savoir comment le faire. Pas nécessairement un guide pour comment contribuer, mais au moins savoir ce qu'il y a dedans, par où ça passe, comment le builder, comment tester ce que vous avez fait, etc. Et c'est comme pour tous les projets, en fait, c'est le truc important, quand on est sur GitHub en tout cas. Autre point, générer en local, comme je l'ai dit, le fait de générer en local, ça permet de vérifier les erreurs, parce que dans le cadre de Sphinx, par exemple, il vous dit il y a des erreurs là. C'est très clair, souvent c'est un problème d'un souligné qui ne va pas jusqu'au bout de la ligne, ça c'est lié à la syntaxe restructurée, mais si on ne fait pas un souligné jusqu'au bout de la ligne, il n'y a pas que c'est un titre, etc., il suffit de rajouter 1 ou 2 caractères et ça passe. C'est plutôt des liens aussi qui n'existent pas, des références vers un fichier qui n'existe pas, un fichier qui est inclus, qui n'existe pas, des choses comme ça. C'est pas grand chose, mais juste jeter un coup d'œil, ça évite des gros soucis. Bien relire quand il y a des pull requests, parce que c'est arrivé qu'on pousse trop vite sur on accepte, on merge parce qu'on est trop content d'avoir la doc, et parfois ça fait des catastrophes. Et avoir un correcteur d'orthographe ou un humain qui fait office, parce que la doc c'est quand même beaucoup de texte et je pense qu'on est tous développeurs et que pour la développeur en général l'orthographe et la grammaire c'est pas ça, mais dans une doc c'est quand même quelque chose d'important parce qu'il y a quelques personnes pour qui c'est un truc horripilant, ils voient une faute d'orthographe, ils voient plus que ça. Et donc oui, c'est quelque chose. Ça lui donnera l'occasion de faire une contribution. Oui, mais en général, il va juste s'arrêter là et il va partir. C'est con, mais c'est la réalité des faits. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, j'ai été assez vite, mais comme je l'ai dit, j'ai un peu mes slides qui sont vautrés, donc j'ai refait pour mettre l'essentiel. Et on est bien sûr à contribution pour la doc si vous voyez des fautes, si vous voyez des erreurs, des choses qui manquent. N'hésitez pas à créer une issue. Si vous voyez des choses qui ne sont pas claires, il y a un travail qui peut être fait pour l'instant sur les mocks, parce que c'est une partie qui n'est pas claire du tout, pour essayer de les rendre plus compréhensibles, chaque possibilité, notamment dans ce que Julien a expliqué tantôt. C'est des choses qui peuvent être ajoutées, où j'insiste pour être sûr que j'ai la bonne compréhension des choses avant de pousser. Mais sinon, voilà, dans ce qui va arriver, c'est les mocks, la correction des issues en place qui sont principalement des ajouts de choses manquantes et un guide pour les nouveaux devs. Le reste, voilà, on verra au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Non. Bon, alors merci. Mes slides sont en ligne, je crois que tu vas mettre aussi en ligne. Oui. Et Julien a déjà mis un tweet avec ses slides. Voilà. Et du coup, on n'a plus d'autres confs, puisque Fred étant absent et Julien a dû partir plus tôt.